Le choix de s'impliquer syndicalement, c'est pas un choix facile. La militance syndicale, c'est exigeant. Il faut assumer des responsabilités importantes qui peuvent être lourdes à porter. Vous le savez aussi bien que nous. Ça exige une disponibilité constante et un engagement total. Ça demande de l'empathie, une grande capacité d'écoute et d'être prête au compromis. L'ouverture d'esprit est une qualité nécessaire, mais la ténacité et la détermination le sont tout autant. Inspirer et rassembler, c'est pas de tout repos. Fidèles à nos valeurs et à nos convictions, on a fait le choix de se battre pour des jours meilleurs, pour la dignité et l'humanité des femmes qu'on représente fièrement. Chaque petite victoire obtenue à l'arraché, eh bien, c'est la preuve concrète qu'ensemble, on peut changer les choses. Et ça provoque un sentiment de fierté collective, parce qu'on fait véritablement partie de la solution. Avancer vers de meilleurs lendemains, c'est au cœur de notre engagement. La volonté de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de vie de 76 000 professionnels en soins, c'est ce à quoi on carbure depuis les 4 dernières années, nous, la FIC et la FICP. Vous représenter est un privilège et on tient à vous remercier. Merci pour votre confiance. Merci de nous porter garante des choix collectifs issus de nos différentes instances démocratiques. On vous est extrêmement reconnaissante et on vous confirme que les décisions qui ont meublé les 4 dernières années ont été enracinées dans notre détermination et notre volonté de faire des fédérations une organisation forte, unie, qui fait une différence dans la vie professionnelle et personnelle de chacune de nos membres. La vie d'une organisation syndicale, c'est rarement un long fleuve tranquille, et les 4 dernières années n'ont pas fait exception. À peine sorti du congrès de 2017, on a été happé par l'un des contre-coups de l'infâme loi 10, la négociation de 18 conventions collectives locales. En lien avec de nombreux travaux issus de la lettre d'entente numéro 6, le Comité exécutif national n'a ménagé aucun effort pour soutenir l'ensemble des syndicats affiliés qui devaient se prêter à cet exercice déterminant pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels en soins. On a parcouru la province et on a été là pour soutenir la bonne marche des négociations, entre autres grâce à l'appui et à l'encadrement de 18 conseillères syndicales qui ont brillé comme porte-parole. Avec vous, on a stimulé la mobilisation et on a appliqué juste assez de pression sur les gestionnaires déboussolés par notre préparation, par notre sérieux et par notre détermination. Un simple coup d'œil aux communications de la FIC pendant cette période charnière suffit à convaincre que l'ensemble de l'équipe a contribué aux actions. Même chose pour les conseillères du service organisation syndicale et pour leurs collègues des relations de travail qui ont fermement appuyé l'effort de guerre. Au final, on peut bien se réjouir du résultat puisque l'ensemble des négociations locales ont culminé par une nouvelle convention collective négociée. Avec des troupes regalvanisées, on a pu entamer un autre immense chantier, la négociation de la nouvelle convention collective nationale. Cette négo-là, c'est clair qu'elle a accaparé une part considérable de nos ressources et de nos énergies au cours des 4 dernières années. Normal, puisque la convention collective nationale, c'est un outil déterminant pour faire valoir les droits des professionnels en soins. Le Comité exécutif national en a donc fait la priorité des priorités et a agi en conséquence. L'heure du bilan viendra, mais on peut déjà tirer certaines conclusions. Il faut le souligner, c'est la négociation d'un protocole de non-maraudage qui a laissé le champ libre à la FIC et à la FICP pour bien s'organiser. En effet, même si notre grand pouvoir d'attraction auprès des professionnels en soins ne faisait aucun doute, il apparaissait alors judicieux de consacrer nos ressources à notre mission première, l'amélioration des conditions de travail par la négociation. Un autre facteur qui aura aidé à nous bâtir un rapport de force, c'est la décision d'unir la détermination des 76 000 professionnels en soins à celle de 55 000 membres de l'APTS. Malgré nos différences, la complémentarité de nos enjeux se prêtait bien à la bataille qu'on allait devoir mener. Face à 131 000 femmes mobilisées derrière le slogan « Travailler à se rendre malade, c'est terminé », le gouvernement de la CAQ a senti la pression. La mobilisation est un facteur déterminant pendant une négociation. Et même si tout était contre nous, qu'on pense aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, au délestage ou à l'épuisement de nos membres, on a réussi des coups d'éclat qui ont marqué l'actualité et secoué les élus. On n'a qu'à se rappeler le palmarès des pires CHSLD, avec la mise en scène des ratios inacceptables illustrés à l'aide de mannequins ou le blocage des ponts à Québec et à Montréal. Ces événements-là ont enflammé les tribunes populaires et secoué l'Assemblée nationale. La détermination de nos membres était claire et nette. Enfin, une autre raison qui explique le succès d'une négociation de convention collective, c'est la solidité de la démocratie syndicale. Pour les fédérations,
Les désaccords parfois bruyants pendant nos instances ne sont pas un signe de faiblesse. Au contraire, ils sont la preuve de notre maturité organisationnelle, de notre capacité à débattre et à exprimer différents points de vue dans le respect. On se fait assez confiance pour s'afficher sans crainte d'être jugé ou pris à partie. C'est d'ailleurs ce qui fait du RFIC une organisation forte, enrichie par la diversité des débats et campée dans la réalité du terrain. En même temps qu'on menait la négociation, on s'intéressait à l'enjeu des ratios sécuritaires. Dès le début de notre mandat, on a jugé qu'il était plus que nécessaire d'ouvrir cette brèche. On a donc commencé par la diffusion massive du livre noir sur la sécurité des soins. On a également lancé une campagne de publicité pour mieux faire comprendre l'enjeu des ratios à la population que nous soignons. Le comité exécutif a aussi commandé un sondage aux résultats évocateurs, dans lequel plus de 80 % de la population québécoise se dit favorable à la mise en place de ratios sécuritaires pour les professionnels en soins. En plus de tout ça, on a livré une 3e formation advocacy accréditée, portant spécifiquement sur les ratios pour faire de nos 76 000 membres des agentes de promotion de cette solution. Cette formation est une source de fierté. C'est à la suite d'un événement hors de notre contrôle que l'enjeu des ratios est devenu de notoriété publique. On se rappellera le cri du cœur d'Émilie Ricard, lancé sur les médias sociaux. Comme quoi la publication Facebook d'une seule personne peut avoir un impact insoupçonné dans la vie de plusieurs. Dire qu'avant cet événement, le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette, nous tenait responsables de la mauvaise image du réseau de la santé. La sortie courageuse de Mme Ricard aura donc permis d'ouvrir la discussion avec le gouvernement. Après 3 rencontres d'urgence avec le ministre Barrette, la FIC ressortait avec 17 projets pilotes prévoyant la mise en place de ratios sécuritaires négociés entre les parties. Cette victoire est devenue notre argumentaire le plus puissant. Preuve à l'appui, les ratios contribuent à sauver des vies et à assurer l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre en offrant un environnement de soins à échelle humaine. En dépit de l'amour soudain que nous témoignait le ministre Barrette, on ne saura jamais ce qui serait advenu des ratios sécuritaires si le Parti libéral avait été reporté au pouvoir. Ce qu'on sait par contre, c'est que le gouvernement de la CAQ tarde à passer aux actes. Bien qu'on ait ouvert une brèche sur les ratios lors de notre dernière négociation, on ne baissera pas les bras. On a besoin qu'une loi vienne encadrer l'obligation des ratios sécuritaires et le Comité exécutif national continue de mettre de la pression. L'ensemble des partis d'opposition et plusieurs alliés potentiels à notre cause ont été rencontrés afin de les sensibiliser sur le sujet. On doit cependant redoubler d'ardeur et c'est pourquoi un plan d'action vous a été soumis en mars dernier. Malgré nos efforts, on peut toutefois se demander où en serait le dossier des ratios s'il n'y avait pas eu la pandémie de COVID-19. Alors que le gouvernement de François Legault accumulait des surplus budgétaires, ce qui rendait encore plus absurde son obstination face à notre solution, la pandémie est venue tout bouleverser. Du jour au lendemain, on était régi non plus par des conventions collectives, mais par l'arbitraire des arrêtés ministériels, au plus grand mépris de nos droits. Du jour au lendemain, les irritants majeurs présents dans le réseau depuis des décennies se sont aggravés, franchissant ici la limite du tolérable et poussant des milliers de professionnels en soins à fuir. Devant ce fléau, le RFIC s'est dévoué corps et âme pour freiner l'élan d'autoritarisme dans le réseau de la santé. Chaque jour et sur toutes les tribunes possibles, on a dénoncé la détresse vécue sur le terrain. On a mis sur pied la campagne publicitaire « Mettons fin à l'inhumain » ainsi que la plateforme « Je dénonce ». On est même allé jusqu'à organiser 2 journées de camping devant l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Tout ça pour dénoncer les horribles conditions dans lesquelles évoluent nos membres. Et c'est sans gêne qu'on a utilisé le CRT national afin que nos revendications soient entendues. Tous ces efforts importants n'ont pas été vains puisqu'on a finalement négocié des mesures d'exception pour atténuer les inconvénients liés à la pandémie, disons au moins monétairement. On a d'ailleurs déposé un recours à la Cour supérieure qui conteste la reconduction sans vergogne de l'arrêté ministériel 007, un outil de gestion fort pratique pour une gestion du réseau arbitraire et autoritaire. La pandémie de COVID-19 a également mis en lumière l'enjeu de la santé et de la sécurité de nos membres, surtout en ce qui a trait à la disponibilité des équipements de protection. En 2017, donc bien avant la pandémie, on soulignait déjà les manquements des employeurs à cet égard. Puis, en 2019, toujours avant la pandémie, on dénonçait avec nos alliés syndicaux l'augmentation fulgurante du nombre d'accidents et de lésions professionnelles chez les employés du réseau de la santé. Et c'est également en période pré-pandémique qu'on alertait le comité permanent de la santé de la Chambre des communes sur la violence organisationnelle dans nos milieux de travail. Avec un tel portrait, et surtout
devant l'inaction des élus responsables, doit-on s'étonner qu'en octobre 2020, on dénombrait déjà plus de 14 000 travailleuses et travailleurs de la santé infectés par le virus de la COVID-19? Ce chiffre alarmant représentait 24 % de tous les cas de COVID au Québec, l'un des pires résultats dans le monde. Pendant ce temps, considérant que les experts n'arrivaient pas à faire consensus sur le mode de transmission, la FIC et la FICP devaient revendiquer haut et fort l'application du principe de précaution. Devant ce désastre, le Comité exécutif national a soumis à la délégation un plan d'action SST COVID. Notre objectif était de mobiliser les membres, de sensibiliser la population et de faire pression sur le gouvernement pour que soient mises en place des solutions d'urgence assurant la santé et la sécurité de nos membres, celles qui sont au front dans cette lutte sans merci. C'est dans ce contexte que le Comité exécutif national a déposé une requête à la Cour supérieure. On souhaitait ainsi faire invalider l'ordonnance émise le 8 juin 2020 par le directeur national de la santé publique concernant le port des équipements de protection respiratoire et oculaire. Cette ordonnance limitait l'utilisation des masques N95, mettant donc à risque le personnel soignant. Fait à noter, un jugement rendu en mars 2021 a donné raison au RFIC sur pratiquement toute la ligne. Dans un même ordre d'idées, nous avons obtenu gain de cause devant les tribunaux quant à l'obligation des employeurs du réseau de collaborer avec nous pour assurer la santé et la sécurité des professionnels en soins. Encore une fois, nous avons dû saisir la Cour supérieure afin d'obliger les CHSLD privés conventionnés à fournir les équipements de protection individuelle nécessaires et à commander les inspections visant à s'assurer de la qualité de l'air et d'une ventilation adéquate. À la suite d'une éclosion survenue à Vigie-Mont-Royal, on devait rapidement agir pour que les méthodes changent, entre autres à Vigie-Dollard-des-Ormeaux et à Vigie-Reine-Élisabeth. On est fiers de ces victoires juridiques, bien entendu. Mais en 2021, il est inadmissible de devoir se tourner vers les tribunaux pour faire respecter les droits les plus élémentaires. Prenons l'exemple du CHSLD Denis-Benjamin Vigier. La FIC et le syndicat des professionnels en soins de santé de l'ouest de l'île de Montréal ont décidé de saisir les tribunaux afin d'assurer un minimum de sécurité pour les patients hébergés, même si, dans les faits, cette responsabilité ne devrait pas être de notre ressort. Le plus terrible, c'est que malgré une décision favorable de l'arbitre Bertrand, on est toujours là à se battre pour que la direction de l'établissement et le CIUS prennent acte du jugement et s'y conforment. C'est aussi aberrant d'avoir à se présenter devant le tribunal administratif du travail pour réclamer aux employeurs de ne plus utiliser le temps supplémentaire obligatoire comme mode de gestion. Et devant la difficulté à obtenir gain de cause par cet outil juridique, le Comité exécutif national n'a pas lésiné sur les moyens pour que ça cesse. Notre campagne publicitaire télé de 2019, portant sur le temps supplémentaire obligatoire, de même que la coordination des 2 journées sans TSO dans l'ensemble des établissements de santé du Québec, en sont de bons exemples. Alors que des solutions semblaient se mettre en place, la pandémie est venue saccager le progrès accompli et le TSO est maintenant généralisé, tout ça sur le dos de l'urgence sanitaire. Ça demeure toutefois un enjeu capital et le Comité exécutif national compte talonner le gouvernement. Des actions supplémentaires sont à venir. La multiplication des recours juridiques et les difficultés liées au respect des ordonnances démontrent une chose: la volonté politique fait défaut. Souvent. C'est pourquoi le RFIC a investi temps et énergie là où ça compte. Pour nous, l'origine du délabrement de nos conditions de travail et les clés pour y mettre fin se situent dans la sphère politique. D'ailleurs, nous avons répondu présente à chacune des invitations du ministre des Finances, voyant là l'occasion de faire part de nos attentes prébudgétaires et de souligner la nécessité de renverser la tendance des dernières décennies d'austérité par des investissements massifs. On était également au rendez-vous pour la présentation de chaque budget. On y a malheureusement fait état de notre déception répétée, voire de notre colère, devant l'obstination des gouvernements successifs qui préfèrent investir dans le béton et les avions plutôt que dans les êtres humains et leur santé. Enfin, on était présente en commission parlementaire chaque fois qu'un projet de loi exigeait la défense des intérêts de nos membres, en tant que professionnels en soins, mais aussi en tant que femmes et que citoyennes. Au-delà du cadre québécois, le RFIC a assuré le rayonnement de notre organisation et la mise en commun des enjeux partagés avec le Canada anglais au sein du CFNU et, à l'international, au sein de l'International des services publics et de Global Nurses United. Cette solidarité internationale s'est également actualisée par l'organisation de stages au Nicaragua et au Mexique,
de même qu'en poursuivant nos travaux au sein du CISO. En 2018, afin de démontrer l'importance que revêtait l'élection d'un nouveau gouvernement, possiblement plus sensible à nos demandes, les fédérations ont mis à la disposition des membres du RFIC une trousse électorale permettant d'y voir plus clair dans les enjeux de la campagne. Ainsi, tout le monde était en mesure de comparer les engagements des différents partis au regard de nos besoins. Dans le même objectif, le Comité exécutif national a innové en organisant, pour la première fois, un débat électoral réunissant les candidats des différents partis susceptibles d'être nommés à la tête du ministère de la Santé. Au-delà de la campagne électorale, le Comité exécutif national s'est préoccupé de la place grandissante du secteur privé dans la prestation des soins de santé au Québec. Alors qu'on observait déjà un abandon du réseau public, on voyait maintenant arriver des projets pilotes de chirurgie effectués dans des cliniques privées dont les profits sont aux frais des citoyens. À l'instar du recours au TSO, la pandémie a le dos large pour justifier ces chirurgies en clinique privée. Surtout que le gouvernement prétend gratter les fonds de tiroir lorsqu'il s'agit d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleuses du réseau public et qu'il permette une marge de profit majorée de 5 % aux cliniques privées. Les travaux du comité ad hoc sur la privatisation dans la première ligne de soins ont permis de mettre en lumière l'incompatibilité entre la génération de profits et la nécessité d'offrir des services de première ligne accessibles et gratuits. À maintes reprises, les enjeux privés-publics ont été soulignés en ce qui a trait à l'hébergement des personnes âgées. On n'a qu'à penser au cas tristement célèbre du CHSLD Héron ou du manoir Liverpool qui devrait servir d'exemple à ne plus jamais reproduire. Dans une optique de développement durable, le Comité exécutif national a porté son attention sur les liens entre les changements climatiques, la dégradation de l'environnement et les conditions de travail et de vie de nos membres. À ce sujet, le RFIC a souhaité faire davantage à l'égard de l'enjeu des changements climatiques. On a donc accompagné le comité Jeunes vers l'adoption d'une première politique de développement durable et on a participé activement à l'organisation de la Marche pour le climat du 27 septembre 2019, la plus grande manifestation de l'histoire du Québec. Le Comité exécutif national a également tenu à actualiser la position de notre organisation à l'égard de la laïcité. Puisqu'on est avant tout une organisation de défense des droits des travailleuses, de toutes les travailleuses, il fallait revenir à une position marquant la préséance du droit au travail sur les autres considérations. Ancrée dans une lutte historique contre toute forme de discrimination, notre organisation a courageusement ouvert la voie à une réflexion collective sur la reconnaissance du racisme systémique et sur la nécessité de le freiner, voire de l'éliminer. La lutte à la discrimination est un combat de longue haleine. Le RFIC a donc poursuivi avec détermination sa démarche vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Le Comité exécutif national a choisi d'entreprendre un travail d'introspection à l'égard de la place des femmes à la FIC et à la FICP, un geste audacieux. De même, on a accordé une grande importance à la consultation nationale devant mener à l'adoption de la première politique sur la représentation équitable des femmes dans les lieux de pouvoir. S'appuyant sur les travaux d'un comité créé à cet effet, on a mis en place des outils, un guide et des mesures favorisant la participation des femmes à tous les niveaux de notre organisation. Mener l'ensemble des actions entreprises par le Comité exécutif national n'aurait pas été possible sans des moyens financiers adéquats. Le RFIC se trouve dans une situation financière avantageuse et c'est le résultat d'une gestion responsable et prudente. Notre bilan financier positif nous donne les moyens de nos ambitions et notre volonté d'agir ne sera pas freinée par la disponibilité des ressources. Ce bilan positif s'inscrit dans une période où la FIC, comme employeur, a renouvelé, à la satisfaction de l'ensemble des parties, les conventions collectives des employés sous sa responsabilité. D'autre part, le RFIC a transmis aux syndicats affiliés les principes guidant cette gestion financière rigoureuse des actifs des fédérations par l'entremise du soutien aux trésorières des équipes syndicales et en rendant disponibles des outils fort appréciés comme Acomba. Au cours des 4 dernières années, le Comité exécutif national a redoublé d'ardeur pour s'assurer de la cohésion de notre organisation en offrant des services de proximité aux syndicats affiliés. Notre présence répétée et sans relâche à vos côtés, peu importe l'enjeu local ou régional, fait notre fierté et notre raison d'être. Nos nombreuses tournées d'établissements, des 4 coins du Québec jusqu'au Grand Nord en témoignent. C'était important pour nous d'assurer des services de qualité et de faciliter votre travail au quotidien. C'est dans cet esprit qu'on a ouvert un bureau en Montérégie
et qu'on a mis à votre disposition le grief électronique. On a également créé la plateforme Agora et adopté nos formations et notre stratégie de diffusion. On a voulu prendre en compte la conciliation travail-famille-études. On s'est déplacé dans les régions pour diffuser les formations et on a varié nos façons de diffuser nos capsules informatives en fonction de vos besoins et des conditions sanitaires. On a de plus créé l'appli FIC et soutenu les travaux du comité tactique inhalothérapeute. Tout ça a été fait dans un seul et unique objectif, celui d'avoir un RFIC qui vous ressemble, qui est à votre écoute et qui œuvre sans compter à l'objectif qui nous réunit toutes, soit l'amélioration des conditions de travail et de vie des professionnels en soins. La FIC et la FICP peuvent être fiers de ce bilan fort chargé. Et vous l'aurez compris, faire partie du comité exécutif national demande un engagement de tous les instants. Nous avons tenté de remplir cette tâche au meilleur de notre capacité, en puisant notre énergie dans les valeurs qui nous animent toutes. Mais nous n'aurions jamais pu accomplir autant sans la part des salariés de l'organisation. Tous ces succès n'auraient pu être possibles sans l'implication et la collaboration de toutes les militantes et de tous les élus sur les différentes équipes syndicales. Parce que vous nous avez fait confiance il y a 4 ans, c'est nous qui sommes sous les projecteurs, mais c'est l'ensemble des personnes présentes à ce congrès qui rayonnent à travers ce bilan enviable. Sachez qu'on ne s'arrêtera pas là. Nous sommes convaincus qu'il est possible et même souhaitable de faire encore mieux. C'est armé d'une bonne dose de courage et d'ouverture d'esprit que nous avons imaginé la suite. Un RFIC en mesure d'utiliser ses leviers de pouvoir par la mobilisation pour transformer l'état de nos professions et de nos conditions de vie de manière importante. Nous nous sommes prêtés à l'exercice d'imaginer un RFIC qui agit en phase avec ses convictions et qui se positionne clairement contre le racisme, cette violence qui nous concerne toutes. Forte de notre expérience et des leçons apprises après 4 années de lutte sans merci, nous n'avons aucun doute. C'est la voie à suivre par celles qui porteront le flambeau jusqu'en 2025. Nous devons travailler ensemble pour réviser nos manières de faire, pour construire de meilleurs lendemains. Nous devons continuer fièrement à défendre notre vision d'une société empreinte de justice sociale. Le prochain comité exécutif national devra mettre les bouchées doubles pour vous soutenir et pour vous accompagner dans cette grande transformation. Mais ensemble, nous y arriverons parce que nos convictions, c'est l'ADN de nos actions.